Alors, quand on parle de l'argent, on pense tout de suite à quoi? Des bijoux, des pièces de monnaie, ce genre de choses. Mais la vérité, c'est que derrière ce métal brillant se cache une histoire complètement folle. Une histoire secrète, avec des enjeux colossaux, que certains préféreraient vraiment qu'on ignore. C'est cette histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui est au cœur de notre analyse. C'est elle qui donne le ton, n'est-ce pas? Ça suggère qu'il y a quelque chose d'important qu'on ne nous dit pas. Et notre but aujourd'hui, c'est justement de rassembler les pièces de ce grand puzzle. Bon, la première pièce du puzzle, c'est celle-ci. L'argent, ce n'est pas juste un métal précieux. C'est bien plus que ça. C'est littéralement le sang qui coule dans les veines de notre technologie moderne, et on va voir pourquoi il est tout simplement irremplaçable. Regardez ça. Plus de 60% de la demande mondiale d'argent, ce n'est pas pour faire des colliers, non, c'est pour l'industrie. Nos smartphones, les voitures électriques, les panneaux solaires, et même des choses beaucoup plus sensibles comme les missiles Tomahawk ou les drones. L'argent est partout. En fait, notre monde moderne, tel qu'on le connaît, ne pourrait pas fonctionner sans lui. Et la raison, elle est purement scientifique. C'est simple, l'argent est le champion du monde de la conductivité électrique. Rien ne fait mieux. Dans des applications ultra critiques, comme pour l'armement, où chaque nanoseconde est décisive, il n'y a juste pas d'alternative. Le cuivre, moins cher, oui, mais plus lent. Fin de la discussion. C'est là qu'on touche à une différence fondamentale. L'or, c'est le grand survivant. Imaginez, quasiment tout l'or qu'on a sorti de terre depuis le début de l'humanité est encore quelque part. L'argent, c'est tout l'inverse. C'est inconsommable. Une fois qu'il est dans un circuit imprimé, il est utilisé, dispersé et souvent perdu à tout jamais. Moins de 30% est recyclé. C'est un métal qui est littéralement consommé par notre technologie. On avance. Et là, ça se corse. On a donc une demande qui explose pour un métal qui disparaît à mesure qu'on l'utilise. Ça nous amène tout droit à la deuxième partie de l'énigme, l'économie complètement billard de l'argent. C'est la question que tout le monde se pose, non? Si un produit est très demandé, logiquement, on en produit plus, c'est la base. Mais voilà, avec l'argent, les règles normales de l'économie, eh bien, elles ne s'appliquent pas. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Le terme un peu technique, c'est offre inélastique. Mais en gros, ça veut dire que même si le prix de l'argent était multiplié par 10 demain matin, on ne pourrait pas en produire beaucoup plus. C'est comme ça. La production est coincée, elle est rigide. Pour bien comprendre ça, la source qu'on analyse utilise une analogie qui est juste parfaite. Imaginez que l'argent, c'est du pain. Mais ce pain, on ne peut l'acheter que dans des stations-service. La station, elle n'ouvre que s'il y a des voitures qui ont besoin d'essence. Elle se fiche complètement de savoir si les gens ont faim de pain. Et voilà pourquoi cette analogie est si bonne. 70% de l'argent dans le monde, ce n'est qu'un sous-produit. On l'obtient en extrayant du cuivre, du plomb ou du zinc. Donc, les compagnies minières, elles ne décident pas de creuser plus pour l'argent. Elles décident de creuser plus s'il y a une grosse demande de cuivre. La production d'argent est donc totalement déconnectée de sa propre demande. Le monde peut crier « on veut plus d'argent », les mines, elles, n'écoutent que la demande de cuivre. Alors la conséquence de tout ça, c'est ce chiffre, 14%. En 2025, la consommation mondiale d'argent devrait dépasser la production de 14%. C'est un déficit, pas juste un petit trou, non, un déficit structurel énorme. En fait, ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans qu'on consomme plus d'argent qu'on en produit. Alors comment on fait? C'est simple, on vit à crédit. On puise dans les stocks qui ont été accumulés par les générations précédentes. C'est un peu comme si on vidait le compte en banque de nos grands-parents sans jamais rien y remettre. Tôt ou tard, il sera vide. On arrive maintenant au plus gros rebondissement de toute cette affaire. Parce que, si l'argent physique est si rare, si demandé et en déficit, pourquoi son prix n'est-il pas déjà stratosphérique? La réponse nous emmène dans le monde un peu fou de la finance. C'est le grand paradoxe. La réalité physique nous crie rareté, mais le prix sur les écrans nous murmure abondance. Pour comprendre ce décalage, il faut arrêter de regarder le métal et commencer à s'intéresser au marché papier. Première chose à réaliser, le marché de l'argent physique, le vrai, est tout petit. On parle d'environ 1000 milliards de dollars. Ça semble beaucoup, mais c'est à peine le tiers de la valeur d'une seule entreprise comme Apple. Et d'après la source, c'est justement cette petite taille qui le rend très facile à manipuler pour les géants de la finance. Et l'outil principal de cette manipulation, c'est ce qu'on appelle l'argent papier. Attention, ce ne sont pas des lingots, ce sont des contrats financiers, des promesses numériques qui s'échangent à la vitesse de la lumière, des chiffres sur un ordinateur qui sont juste censés représenter du vrai métal. Et voici le cœur du problème. Tenez-vous bien. Pour chaque once d'argent physique qui existe vraiment, il y a des centaines de ces onces papier qui sont créées et échangées. C'est un véritable déluge de contrats qui crée une illusion totale d'abondance.
Et ça, évidemment, ça pèse sur les prix et ça les maintient artificiellement bas, complètement déconnectés de la réalité. Alors, ça peut sonner comme une théorie du complot, c'est vrai. Sauf que, ça n'en est pas une. La source nous rappelle un fait bien réel et documenté. JP Morgan, l'une des plus grandes banques au monde, a payé une amende de près d'1 milliard de dollars pour avoir fait exactement ça, pour avoir manipulé les prix des métaux précieux pendant des années avec ses contrats papier. Mais voilà, ce petit jeu financier est peut-être en train de toucher à sa fin. On passe maintenant à ce qui ressemble bien au point culminant de notre histoire, les preuves que la réalité physique est en train de se venger de la fiction financière. Ce graphique est assez parlant. Il montre l'évolution des stocks d'argent physique dans les coffres du COMEX, qui est la plus grande bourse de métaux au monde. Et la tendance est spectaculaire. Entre 2021 et 2025, une chute de 40%. Le message est limpide, les gens ne croient plus aux promesses en papier et ils viennent réclamer leur métal. C'est une vraie ruée vers les coffres. La source décrit un scénario qui ressemble à une suite de dominos. Tout commence avec la confiance qui s'effrite. Puis les investisseurs, devenus méfiants, exigent de voir la couleur de leur métal. Ça vide les coffres des bourses. Et là, c'est le moment critique. La bourse ne peut plus livrer. Désolé, il n'y en a plus. C'est le défaut de livraison. Le marché papier s'effondre et le prix du métal physique, enfin libéré, peut exploser à la hausse. Le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. Tout ce système de l'argent papier ne tient que sur une seule et unique hypothèse, très fragile. Que la majorité des gens ne viendront jamais réclamer leur argent physique, qu'ils se contenteront de jouer avec les contrats. Or, cette hypothèse est en train de voler en éclats sous nos yeux. On termine donc sur cette question qui reste ouverte, cette histoire d'un métal indispensable, consommé plus vite qu'il n'est produit, face à un marché financier qui prétend qu'il est abondant, tout ça semble se diriger vers une confrontation inévitable. La seule question qui demeure finalement, ce n'est pas si, mais quand.